Cette semaine à l'école est une présentation de la Caisse des jardins de l'éducation qui reconnaît et appuie le travail essentiel de toutes les professions de l'éducation. Merci à la Caisse des jardins de l'éducation de soutenir ceux et celles qui font grandir nos jeunes chaque jour. Épisode 12 du 19 novembre 2025, Carlo Picaro avec vous. Merci d'être là tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la fameuse vocation que serait l'enseignement. Mais en fait, on va surtout se demander, si c'est tant une vocation, pourquoi est-ce que les statistiques sont si négatives en ce qui a trait au bien-être des enseignants? On va parler des enjeux, des causes, mais aussi, comme à l'habitude, de solutions concrètes, individuelles et collectives liées au bien-être des enseignants. Et pour faire ça aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir une nouvelle co-animatrice qui n'a pas la langue dans sa poche, Nancy Goyette. Elle est professeure titulaire en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheure aussi au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, le CRIFPE. La personne idéale pour parler du bien-être des enseignants. Et pour terminer l'épisode, on a un nouveau ministre de l'Éducation d'un jour, Pascal Morissette, acteur et animateur qu'on voit beaucoup dans les séries jeunesse, entre autres, qui veut ramener le jeu au centre des préoccupations de l'école. Êtes-vous prêts? On commence ça maintenant. Nancy Goyette est professeure titulaire en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières, chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, le CRIFPE. Elle travaille sur la psychopédagogie du bien-être qui s'intéresse à l'enseignement et à l'apprentissage du bien-être qui vise l'épanouissement humain. Elle est aussi autrice du livre « S'épanouir en contexte éducatif avec la psychopédagogie du bien-être » publié aux éditions Septembre. Nancy, bienvenue à la co-animation du balado cette semaine à l'école. Merci beaucoup, Carlo. Comment ça va? Ça va très bien. C'était une longue intro, mais je l'ai faite aussi parce que c'est en plein dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui où on parle du bien-être, entre autres, chez les enseignants. Mais il faut que je te demande, puis j'aimerais ça que tu le dises aux auditeurs, quand je t'ai présenté le balado, puis je t'ai invité à faire partie de l'équipe, tu n'as pas hésité bien longtemps à dire oui. J'aimerais savoir pourquoi. Bien, parce que l'éducation, c'est tellement trop important et je trouve que souvent, on entend beaucoup plus de négatifs que de positifs. C'est sûr que je travaille sur le bien-être depuis 15 ans, là, donc c'est un petit peu mon dada, si on veut. Mais Ouais. je pense que c'est plus que qu'est-ce qu'on entend dans les médias. Et c'est important de s'intéresser à plusieurs aspects de l'éducation qui vont au-delà de ce que l'on peut entendre parce qu'il y a des gens géniaux dans ces milieux-là. Et c'est une des raisons pour laquelle là, je suis avec toi aujourd'hui. Puis sais-tu pourquoi j'ai voulu que tu sois avec moi aujourd'hui? Parce qu'on a collaboré ensemble, entre autres, sur la journée Grand Possible qu'on a fait en mai dernier. Puis j'ai découvert en toi, évidemment, quelqu'un de compétent. Tu es chercheuse, tu es prof à l'université euh, pour les futurs enseignants. Puis en plus, tu n'as pas la langue dans ta poche. Fait que j'aime ce côté-là parce qu'il y a aussi beaucoup de fades des fois, puis beaucoup des mots qui sont dits qui servent à rien, là, qui ne font pas avancer le débat. Puis nous, ce qu'on veut, c'est amener ça à un autre niveau, rester ambitieux, comme on se disait avant, ambitieux, pragmatique. Puis je pense que tu as ça en toi, t'as ça en toi, ces valeurs-là. Donc, merci de ta confiance. Puis reste optimiste aussi. Je pense que c'est vraiment ce qui va nous aider à avancer présentement là, dans ces temps un petit peu plus sombres. Tu trouves? Les temps sont sombres, voyons donc. Écoute, allons-y tout de suite allons-y avec ta revue de l'actualité de la semaine, Nancy, je t'écoute. Ben, il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Une bonne nouvelle, c'est que j'aimerais vraiment encourager les gens à aller lire le nouveau numéro de la revue École branchée. C'est sur le bien-être numérique, parce qu'on parle toujours là, bon, de l'aspect numérique de façon peut-être un petit peu plus négative, mais l'équipe s'est entourée de plein de personnes dans le milieu, des chercheurs universitaires aussi, pour démystifier un petit peu comment on peut être bien avec le numérique. Donc, moi, j'ai trouvé ce numéro-là vraiment intéressant. Et je voulais le partager avec vous aujourd'hui. Ben, bravo à la gang de l'École branchée. Hein. Ça fait des années et des années qu'ils publient, je vais corriger mes verbes adéquatement, qu'ils publient des revues et des ressources en ligne pour le milieu scolaire. Ils le font vraiment très, très bien. Donc, et comme tu dis, le bien-être numérique, c'est pas banal, là, ça fait partie de la vie de tout le monde. Donc, tant mieux si ça peut outiller le milieu. De mon côté, il y a un texte d'opinion qui m'a interpellé beaucoup de M. Robert Durocher, qui est un enseignant retraité en sciences au secondaire, auteur des livres Enseigner avec passion et Dire l'école de toutes ses voix, qui a publié un texte dans Le Devoir. Le titre du texte, c'est « Restaurer l'autorité à l'école pour attirer la relève en enseignement ». Et là,
j'ai été attiré par cette opinion-là à travers des posts de réseaux sociaux. Et le titre a amené les gens à commenter, les gens du monde de l'éducation, de cette façon-là, de dire enfin, oui, il faut ramener l'autorité, sous-entendant tout le temps, il faut exclure les élèves qui ont des mauvais comportements, la violence est inacceptable, il faut exclure, il faut punir, et toutes les variantes là, liées à ça. Et ça m'interpelle beaucoup parce que je trouve, évidemment, c'est un thème important parce que tout le monde est d'accord pour dire que la violence, que les mauvais comportements, entre guillemets, là, mais au sens large du terme, n'ont pas leur place en classe, puis il ne faut pas les tolérer. Oui, mais ne pas les tolérer ne veut pas dire punir. Ben non. Ne pas les tolérer ne veut pas dire non plus que en fait, c'est oublier des fois que l'élève n'est pas son comportement. Un élève qui a un mauvais comportement est en réaction à quelque chose, a une émotion mal gérée, et le milieu, de plus en plus, il y en a peut-être de plus en plus dans le milieu, et le milieu a de plus en plus de difficultés, on dirait, à gérer ces comportements-là. Puis un des éléments de cet enseignant à la retraite-là, il parle d'un véritable virage institutionnel qui est nécessaire, où l'enseignant est responsable de sa classe et que ses décisions doivent être respectées et soutenues. Donc, on est vraiment dans une notion un peu plus d'autorité. Et cette notion-là aussi que l'enseignant est là pour enseigner. Que le reste, ça ne lui appartient pas. J'exagère, là, mais ça m'horripile beaucoup parce que c'est pas vrai. Tu sais, la socialisation... Vas-y, oui. Ça m'horripile vraiment beaucoup aussi parce que moi, j'ai été enseignante 12 ans au secondaire et mes premières années dans mon insertion professionnelle, j'étais le caporal Popov. Tu sais, les règles, puis là, bon. Et caporal Popov était beaucoup malheureux parce que on se rend compte que quand on a à gérer une classe, c'est le lien. C'est le lien et le lien de confiance qu'on a avec nos élèves. Fait que là, à ce moment-là, si on n'est pas capable d'établir un lien, on a beau mettre des règles, mais tout le monde est malheureux. Et ce qu'on veut, c'est une interaction positive entre nous pour être capable d'apprendre selon toutes les potentialités que l'on a. Fait que moi, je trouve que c'est un peu un commentaire de recul que de dire il faut revenir là, à l'armée puis l'autorité. Moi, je pense qu'on est un petit peu plus loin en 2025. Puis je pense que nos enseignants puis nos personnels scolaires ont une formation pour être capables de réussir à accompagner les jeunes autrement que dans la punition et tout ça. Je veux dire, malgré tout, je veux dire, bravo et merci à M. Robert Durocher d'émettre son opinion puis de contribuer au débat. Parce que c'est pas la personne qu'on attaque loin de là. Je pense qu'on le dit bien. Mais bravo à tous ceux qui prennent la peine aussi de partager ces opinions-là, ces idées-là, parce que c'est comme ça qu'on peut améliorer les choses, au moins réfléchir. Puis je trouve qu'on manque de temps de réflexion sur les fondements de l'école québécoise pour essayer de bâtir l'école là, de 2035-2040. On est tout le temps dans l'urgence du quotidien. Donc, quand même, l'initiative, elle est intéressante. Nancy, est-ce que tu as une étoile de la semaine à partager? Une étoile de la semaine. Écoute, je suis tombée là-dessus et j'étais vraiment heureuse. On va traduire Le Petit Prince en Inou. Le Petit Prince, pour moi, ça a été depuis la maternelle un de mes livres fétiches parce que c'est une belle ouverture sur le monde. C'est un beau partage de valeurs. Puis, je l'abordais aussi là, en classe là, comme enseignante avec mes secondaires 4 pour expliquer qu'est-ce qui avait amené Saint-Exupéry à écrire ce dernier roman-là avant sa mort. Et ça, je vous en raconterai peut-être plus tard parce que là, c'est pas le but de l'émission. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de pouvoir le traduire en langue autochtone. On sait que de plus en plus, la littérature autochtone prend des galons au Québec, puis je trouve que c'est une belle ouverture sur le monde. Donc, c'était vraiment là, mon étoile de la semaine. J'aime cette notion-là d'ouverture aussi. Puis, tu sais, l'ouverture, ça se fait des deux bords, hein, entre les communautés autochtones et les communautés québécoises traditionnelles, blanches. Là, je ne sais pas trop comment le dire, mais je pense que dans le nouveau programme de français, d'ailleurs, il y avait des nouvelles aujourd'hui là-dessus, là, sur comme quoi il était testé en catimini dans le réseau, mais cette notion-là d'introduire aussi de la littérature autochtone dans les écoles québécoises non autochtones m'apparaît essentielle pour avoir lu quelques livres d'auteurs autochtones. C'est une réalité différente, puis la littérature amène ça, amène le contact avec l'autre, l'ouverture à l'autre. Donc, j'ose croire et j'espère qu'on fera la même chose aussi avec la littérature autochtone dans nos écoles. Oui, et ça, c'est grâce aussi aux enseignants là, qui vont partager ces œuvres-là à leurs élèves.
C'est vrai. Nancy, on se retrouve dans le bloc suivant pour parler du bien-être des enseignants. On commence ça dans 30 secondes. Nancy, on dit souvent qu'enseigner, c'est une vocation. Pourtant, on a l'impression que la santé mentale et le bien-être des enseignants et des enseignantes est pire que jamais. Il y a une récente enquête, grosse enquête de l'Institut de la statistique du Québec de 2025 qui montre que c'est 15 des enseignants et enseignantes qui songent à quitter leur emploi dans la prochaine année. Puis une autre stat de 2021-2022, encore de l'INSPQ, c'est 71 du personnel scolaire qui signale une charge de travail élevée, 56 qui rapportent une faible reconnaissance au travail. Nancy, pourquoi ça va si mal au niveau de la santé mentale des enseignants et enseignantes? Ça va mal parce que c'est multifactoriel d'une certaine façon. L'organisation du travail est quand même assez difficile. Et ça, ça emmène des enjeux de santé mentale. Dans l'organisation du travail, on appelle ça aussi des facteurs là, psychosociaux. On a la surcharge, on a aussi la charge émotionnelle que le travail avec l'humain nous amène. Donc, Ouais. tout ça va faire en sorte que ça ne va pas toujours bien, là. OK. Fait que là, on a dressé une liste ensemble de 4 causes. Je dis ensemble, c'est toi qui l'as faite, là, parce que c'est toi la spécialiste, mais je m'attribue un petit peu le mérite. Donc, on a dressé une liste de quatre causes principales. Puis, les quelques fois qu'on s'est parlé, t'as toujours pris la peine de le mentionner. Mais tu sais, Carlo, c'est pas tout le monde qui va mal. C'est pas tout le monde qui va pas bien en C'est éducation. vrai. Puis, parle-nous-en de ça, parce qu'on entend juste le négatif tout le temps. Bien, souvent, dans les statistiques, si on nous dit qu'il y a 15 des personnes qui ont décroché au niveau professionnel, il en reste quand même 85 dans les réseaux. Donc, dans ces 85-là, il y a sûrement des personnes qui sont bien, des personnes Ouais. qui donnent du sens à leur profession, mais ceux-là, on n'en parle jamais. Fait que moi, mon champ d'expertise, c'est vraiment d'aller étudier ces personnes-là pour voir comment on pourrait trouver des pistes de solutions pour aider ceux qui ne vont pas bien. Parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui ne vont pas bien puis que la santé mentale, elle fluctue. Hein? Ce n'est pas toujours là, une ligne là, plate. Là, donc, il y a des Ouais. états émotionnels et tout ça. Donc, grosso modo, oui, ça va pas bien dans certains cas, sauf qu'il y a des personnes qui réussissent à persévérer, à avoir de la résilience. Donc, c'est ça que moi, j'étudie là, plus spécifiquement, si on veut. OK. Fait qu'on va aller faire le tour des 4 causes principales que tu as élaborées. Après ça, on va parler du concept de vocation, puis on va terminer avec des idées d'actions à mettre en place au niveau de l'école et au niveau individuel. Donc, la première cause, puis ça, on l'entend beaucoup, beaucoup de la part des enseignants et enseignantes et du personnel scolaire en général, c'est la charge de travail. La charge de travail lourde et la charge de travail, je dirais surtout, qui semble s'être alourdie au cours des 5, 10, 15 dernières années. Qu'en est-il exactement? Bien, un enseignant, oui, ça enseigne, mais oui, ça fait beaucoup d'autres choses. Ça interagit à longueur de journée. Et la charge de travail actuellement, elle augmente à cause de la pénurie. Donc, beaucoup d'enseignants vont être pris à faire des suppléances momentanées, vont être pris aussi à aider les nouveaux qui arrivent, qui souvent n'ont pas fini leur formation. Donc, c'est des facteurs parmi tant d'autres qui vont accentuer cette charge de travail-là. Ouais. En plus aussi des publics là, hétérogènes, là, donc les élèves qui arrivent, qui ont des besoins différents les uns des autres. Donc, tout ça contribue justement à faire en sorte qu'à un moment donné, on est fatigué. On est vraiment fatigué. Dans le réseau public, c'est jusqu'à un élève sur 3 qui a un plan d'intervention. Fait que quand le Oui. tiers de la classe a un plan d'intervention et des besoins particuliers, ben juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas, un plan d'intervention, ben, ça veut dire qu'il faut le rédiger, il faut Oui. l'actualiser et aussi, surtout, je dirais même le mettre en place, qui ça aussi prend du temps. Mais si tu en as un dans une classe, OK, ça peut prendre peut-être 1 heure à rédiger, 1 heure à actualiser, puis la mise en place prend du temps ici et là. Mais si tu en as 10 dans ta classe, ben c'est une dizaine d'heures à rédiger, une dizaine d'heures à actualiser, des communications avec les parents, des communications avec la direction, avec l'orthopédagogue, s'il y a une orthophoniste en plus. C'est une réelle surcharge en termes d'heures de travail. Oui. Puis là, il faut calculer aussi tout ce qu'il faut qu'il fasse à côté de ça, la planification, l'évaluation, les surveillances aussi. Donc, c'est ce qui fait en sorte que depuis ces dernières années, ça s'est vraiment alourdi là, pour plusieurs facteurs, dont la pénurie.
OK, parfait. La deuxième, c'est la charge émotionnelle. Ça, la charge émotionnelle, j'avais le résumé dans mes mots sans qu'on se soit parlé, c'est de dire, ben, c'est beaucoup d'émotions enseignées. Est-ce que c'est normal que ce soit autant d'émotions? Parce qu'on pourrait penser aussi qu'enseigner, ben, tu sais, c'est transmettre de l'information, transmettre un savoir. Ça ne devrait pas être si émotif comme action? Tout au contraire, on a l'impression que la transmission de connaissances, ben, c'est objectif. Mais Oui. si on veut que la connaissance soit apprise, mais là, ça passe par des canaux qui sont beaucoup plus, je pourrais dire, émotionnels, dans la mesure où si l'élève ne veut pas apprendre, il n'apprendra pas. Donc, il faut établir un canal de communication. Puis ce canal-là, c'est le lien de confiance, c'est le fait aussi de créer un sentiment qu'on va accompagner ce jeune-là, que ce jeune-là se sente en confiance d'apprendre. Et aussi, il y a tout ce qui arrive autour du jeune qui peuvent se répercuter en classe. C'est bon, des Mhm. vécus pas faciles. Donc, l'enseignant, lui, est toujours exposé à ses propres émotions dans l'enseignement parce que c'est pas toujours la meilleure journée pour enseigner ou pour travailler, comme tout le Ouais. monde, mais aussi les émotions des jeunes ont une influence sur leur pratique. Parce que des choses tristes qui arrivent, puis que l'enseignant se sent des fois dépourvu, il doit faire quelque chose, et Mhm. ça fait partie de son travail d'une certaine façon, mais ça devient aussi épuisant émotionnellement dans certaines situations. OK. Le troisième élément, c'est le sentiment d'urgence. Ça, c'est intéressant parce que d'où vient le sentiment d'urgence en éducation? Des fois, la gestion des priorités, c'est pas toujours évident et on a toujours l'impression que tout est urgent. On ne Mhm. fait pas des opérations à cœur ouvert en éducation. On devrait peut-être juste se retirer un petit peu, se reculer et se dire, ben là, on va établir les urgences. Puis ça se peut que, bon, tel élève ait fait une crise aujourd'hui. Est-ce que je peux prendre le temps là, de décanter un peu puis de réfléchir à la meilleure solution? Mais on est toujours en mode solution-problème, problème-solution. Il faut trouver une solution Ouais. vite et rapidement. Quand des fois, les meilleures solutions devraient peut-être émerger avec un petit temps de, comment je pourrais dire, un petit temps d'attente, si on veut. Mais Ouais, il ouais, arrive ouais. tellement de choses dans une journée que là, on se sent submergé, en fait. Puis probablement aussi que les outils de communication modernes, entre autres Ah, courriel et téléphone, mais surtout le oui, courriel, créent on le sent, on le voit tous dans notre travail aussi, là, même si on travaille dans un bureau ailleurs ou même on reçoit des textos, sentiment d'urgence de répondre tout de suite. On reçoit un oui. message sur un réseau social, même affaire, mais nos profs vivent ça aussi dans les Mhm. communications avec les parents, dans les communications avec leurs collègues ou avec la direction. Ça doit ajouter ça. Est-ce que j'aimerais avoir ton avis sur l'accompagnement des élèves en concept d'étape, où rapidement dans l'année, on évalue les élèves. Puis, disons que c'est le même maintenant. Là. Fait que, tu sais, le premier bulletin, là, c'est en novembre. Donc là, Ouais. septembre, on est déjà en mode rentrée, mais là, vite, il faut être en mode enseigner, évaluer. Il y a aussi un sentiment d'urgence qui vient de ça. Puis moi, je Oui. retiens toujours la phrase qu'une enseignante a dite en réunion annuelle à l'école de mes garçons, qui était une école alternative au primaire. C'était, hey, les parents, calmez-vous un petit peu. On a vos enfants pendant 7 ans. Laissez C'est le temps ça. au temps. Ça se peut que votre enfant, il y ait des défis en première étape, première année, ou en troisième étape, quatrième année. Mais souvent, là, rendu en cinq, sixième année, il y a des choses qui débloquent. Laissons le temps aussi aux choses. Mais ça, cette façon de penser-là, on ne l'a pas beaucoup dans le réseau. Bien, cette façon de penser-là, c'est quasiment un privilège de l'avoir dans certains établissements parce que, d'une certaine façon, notre système scolaire a été vraiment calqué sur une entreprise, d'une certaine façon. C'est sûr que Ken Robinson, c'est un Ouais. grand penseur en éducation qui parlait de ça pour dire que, en fait, notre système fait en sorte qu'on va séparer en classes, on va être régi par des cloches, par des horaires, mais c'est contre-intuitif parce que, d'une certaine façon, l'apprentissage, ça prend du temps. Fait que mettre ça dans des cases, décider que la fin de l'étape, c'est bon. C'est sûr qu'à la fin de l'étape, il y a des jeunes qui vont s'être rendus, mais il y a des jeunes qui ne se seront pas rendus. Mais c'est pas si grave que ça. Comme l'enseignante l'a dit, on a 7 ans avec l'enfant, fait qu'on Ouais. l'accompagne et on veut du résultat, en fait. L'idée derrière ça, c'est qu'on veut des résultats ou on veut une rétroaction de comment ça se passe à l'école. Mais
ça peut être des rétroactions qui ne sont pas nécessairement chiffrées ou dans un bulletin. C'est pour ça que là, ils ont intégré, il y a quelques années, la première communication, là. Mais au primaire, je ne sais pas, je ne me rappelle Ouais. pas au secondaire si ça existe, mais écoute, c'est vraiment ce qui, dans le fond, va nuire pour certains élèves. Il y a des élèves que ça va bien dans ce rythme-là, mais pour certains élèves qui ont des difficultés, ben, ils ne coïncident pas, ça ne fonctionne pas dans le temps qu'on a organisé pour eux. Et Ouais. pourtant, si on leur donnait plus de temps, je pense qu'ils auraient beaucoup plus de plaisir à l'école, puis ils seraient capables de développer leur plein potentiel. Mais là, on est comme pris dans une plage horaire. Ah ouais. Et l'enseignant aussi. Puis l'obligation, on évalue beaucoup trop au Québec. Ça, c'est mon opinion, là. En termes là, d'examen, de résultats, parce qu'on est dans une approche axée par les résultats. Mais évaluer, c'est pas juste ça. Puis, je pense qu'il y a, OK. il y a plusieurs enseignants qui sont de plus en plus à l'affût là, de ça, là. La question qu'il faut se poser tout le temps, c'est qu'est-ce qui est bon pour les enfants? Puis des Oui, fois, il y a un souci, je trouve. Mais moi, j'ai une préoccupation un petit peu que je sens du corporatisme syndical là-dedans. Tu sais, une façon, ouais. on va réduire la tâche des enseignants en évaluant moins, mais c'est pas pour l'élève qu'on fait ça. C'est pour alléger les enseignants. Et ça, je suis contre. Je suis pour l'allègement de la tâche à certains égards, mais pas au détriment de l'élève. Donc, Mm. je dis pas que je l'ai, mais il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour nos élèves? Qu'est-ce qui est bon dans ce que l'école essaie d'offrir à nos jeunes pour leur vie future? Et l'évaluation, c'est difficile des fois à mettre le doigt dessus, là. Ben, moi, mon commentaire n'allait pas dans ce sens-là. Je n'avais pas même réfléchi à cet aspect-là. C'est vraiment plus dans un aspect pédagogique que j'avais fait OK. mention de tout ça, là. Parfait. On dit souvent, puis tu sais, on l'entend, puis on l'entend, puis on l'entend, enseigner, c'est une vocation. Un peu comme on disait avant, être infirmière, c'est une vocation. Puis souvent, ces emplois-là, là, tu sais, à connexion humaine très, très forte, des gens dédiés qui travaillent 428 heures par semaine avec une abnégation de soi totale, c'est une vocation. Si c'est une vocation, l'enseignement, là, pourquoi c'est si difficile pour ces gens-là? Et ça amène la question, est-ce que l'enseignement est une vocation? Ben non. Moi, je suis totalement en désaccord avec cette affirmation-là. Certaines personnes dans le milieu vont se valoriser, tu sais, pour essayer de dire, ben ce que je fais, c'est vraiment précieux, tu sais. J'ai reçu un Ouais. appel, mais c'est pas le cas, là. On n'a pas reçu l'appel de Dieu pour être enseignant, enseignante. Et ça vient aussi, ça va chercher ses sources dans une mentalité très judéo-chrétienne, là. Rappelons-nous qu'avant les années 60, c'était la religion qui Ouais. avait l'éducation, hein. Donc, on est resté avec ces stigmates-là de vocation où les bonnes sœurs étaient dans l'abnégation et les bons frères. Mais Qui eux-mêmes étaient dans leur vocation religieuse. oui, Donc, c'est ça. vocation religieuse et vocation d'enseignement ou de médecine qui Pour venait avec. être Ouais. enseignant, c'est pas une vocation, c'est un intérêt pour les sciences de l'éducation, un intérêt pour le jeune. Et Pour l'humain. l'abnégation, va falloir arrêter, là, parce que dans nos milieux, il y a encore cette culture-là qui n'arrête pas de faire en sorte que les enseignants, les personnels scolaires vont se vouer aux jeunes comme si le jeune était le centre de l'univers et s'oublient eux-mêmes. Puis après, on se demande pourquoi il y a un taux de décrochage ou un taux de détresse Ouais. psychologique qui augmente. Bien, c'est sûr qu'il faut penser à soi avant l'autre parce que on est dans l'avion, tu mets pas ton masque avant l'autre, ben tu meurs. Mais tu sais, le personnel scolaire et les Les deux enseignants meurent, en sont... fait. Ben, les Ouais, deux c'est ça. meurent. Fait Les que deux meurent, ouais. le personnel scolaire puis les enseignants, puis c'est le cœur de l'école. Ben, il faut que ton cœur soit en santé. Pour être en santé, ben, il faut réussir à trouver des stratégies pour être capable, justement, d'accompagner ces jeunes-là dans la mission qu'on s'est donnée, mais d'être bien. Mais là, c'est le discours qui interpelle tout le monde. C'est, il faut que les enfants soient bien. Il faut du bien-être à l'école. Il faut de la bienveillance. Oui, mais c'est bien beau, là. Les babines se font aller, mais les bottines, ils font quoi? Donc, Ouais. je pourrais t'en Mais parler là, longtemps. ben, on va en parler longtemps, peut-être dans plusieurs épisodes, là, pas seulement aujourd'hui. Mais ce concept-là de vocation aussi, je trouve qu'il enlève l'importance ou diminue l'importance et la valeur de toutes les compétences à acquérir. Parce que quand on en fait une vocation, c'est comme si on est né avec ça. On est né avec ce pouvoir divin-là de pouvoir justement enseigner, soigner, blablabla.
Mais dans les faits, l'enseignement, c'est un métier qui requiert, oui, des traits de personnalité, qui requiert un fort intérêt pour l'humain, puis voir grandir les jeunes, qui requiert certaines compétences peut-être innées, mais l'évaluation, c'est un métier qui s'apprend. La gestion de classe, c'est un métier qui s'apprend. L'accompagnement des élèves à besoins particuliers, la connaissance de ces besoins particuliers, les troubles d'apprentissage, les TDAH, l'autisme, etc. C'est des connaissances qu'il faut acquérir, développer, qui mènent à développer des compétences après. Tout ça, c'est un métier. Et quand on parle de vocation, on nuit à cette conception-là du métier Ben oui. en se disant, mais non, il y a une approche là, professionnelle à développer au-delà de l'intérêt pour l'humain. Mais moi, j'ai posé la question à des enseignants dans mes cours, des futurs comme des personnes dans les milieux, puis je leur dis, ben, c'est quoi la spécialité d'un enseignant? C'est quoi vraiment le champ d'expertise de l'enseignant? Et souvent, ils sont comme, ben, ils savent pas trop le dire, tu sais, mais si c'est quoi le champ d'expertise d'un médecin? Ben, la médecine va soigner les gens, on a comme une idée. Mais le champ d'expertise, là, d'un enseignant, c'est d'être capable d'enseigner. Donc, l'enseignement, pas juste de l'animation là, devant un tableau avec une craie, là, tu sais. Donc, Ouais. l'enseignement et l'apprentissage, on est des spécialistes de tout ça. Il n'y a pas personne d'autre qui font ça, qui ont une formation aussi pointue là-dessus. Puis, c'est comme ça qu'on va valoriser aussi le métier de l'éducation, les métiers d'éducation, mais plus particulièrement les enseignants, parce que on est des pros dans l'enseignement et l'apprentissage, la connaissance de l'apprenant et comment on peut l'accompagner tout au long de son processus. Donc, souvent, ben, on dirait qu'on valorise pas ça, mais c'est vraiment dommage. Et on a l'impression qu'être enseignant, c'est super facile quand ça l'est pas. Absolument. Et on le voit avec les enseignants non légalement qualifiés qui arrivent avec plein de bonne volonté, peut-être même des traits de personnalité adéquats pour enseigner, mais quand ils font face à la réalité du quotidien, des élèves à besoins particuliers, de la gestion de classe, de la planification, euh, c'est un métier en soi qui est difficile à acquérir. C'est un des seuls bacs qui dure 4 ans, et pas 3. Bien, avec tous les assouplissements concernant justement la formation des enseignants puis l'obtention de brevets quand même assez rapide, il y a une étude au CRIFE qui entrevoit que ces enseignants-là ne persévèrent. Je vais Persévérons pas. recommencer, OK? Il y a une étude au CRIFE qui laisse entrevoir que les enseignants qui n'auront pas un baccalauréat conventionnel et qui auront eu recours à ces programmes courts-là vont avoir moins de chances de persévérer dans la profession que les autres parce qu'on veut bien être enseignant. Moi, j'aimerais bien ça, être comédienne dans une télésérie. J'ai vraiment l'impression que je serais bonne là-dedans. Oui, mais ça prend des compétences autres que ça. T'sais, on peut vouloir, mais la J'aimerais ça être compétence, ça se policier, développe. mais si on me donnait une formation rapide de 3 mois, puis qu'on m'envoyait en autopatrouille, il y a des bonnes chances que je ne sois pas à la hauteur et en détresse psychologique et que je décroche de la profession Ouais. policier. Là. Puis moi, j'aimerais pas ça avoir un médecin qui a une formation rapide à l'université de 30 crédits qui me reçoit à l'urgence. Absolument. OK. Pour le dernier bloc, j'ai compilé une liste à gauche et à droite de solutions à mettre en place d'un point de vue un peu macro, là, au niveau école, au niveau CSS. Je veux savoir ce que tu en penses de ces solutions-là. Certaines sont bonnes, certaines sont peut-être moins bonnes. Puis après ça, on va faire le tour de tes propositions pour les enseignants et enseignantes qui nous écoutent pour mieux prendre soin de leur bien-être. Donc, t'es prête, Nancy? Je veux ton esprit critique à l'œuvre. OK. Alors, première piste de solution, allouer une ressource de soutien dans chaque école avec comme seul mandat d'appuyer les enseignants et enseignantes avec les tâches administratives qui leur bouffent le plus de temps. Je suis absolument d'accord avec cette proposition-là parce que les tâches administratives, ça se fait toujours en plus des tâches reliées à l'enseignement puis à l'accompagnement des jeunes et ça leur donnerait peut-être un petit peu plus d'oxygène. C'est rare que ces tâches-là ont une grande valeur ajoutée pour les élèves. Puis je sais qu'il y a des écoles privées qui embauchent des gens qui ne font que ça, aider avec les photocopies, aider avec toutes ces tâches administratives-là. Donc, clairement, ça semble être une bonne idée. Deuxième piste, inscrire officiellement au calendrier ou à l'horaire un bloc de temps rémunéré à chaque semaine pour favoriser la collaboration entre les membres de l'équipe école. C'est essentiel, une collaboration, mais pas seulement pour parler de cas d'élèves, mais une collaboration pour élaborer
une structure, un plan pour notre école, les valeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font dans leur milieu, mais que le temps est tellement précieux, mais on n'a jamais le temps de s'asseoir puis discuter entre professionnels des visées que l'on a pour notre Ouais. école, des objectifs, puis aussi d'inclure les élèves dans ce processus-là de qu'est-ce qu'on veut comme école, comment on veut évoluer ensemble dans ce parcours-là. Donc, Ouais. moi, je pense que c'est vraiment nécessaire. Et en plus, la cohésion des pratiques pédagogiques d'un niveau à l'autre est un facteur de réussite scolaire. Puis quand l'élève qui arrive dans ta classe est habitué à une approche pédagogique que toi aussi tu fais dans ta classe, bien, ça facilite le travail. Tout n'est pas à réinventer puis en opposition avec ses collègues. Et ça, c'est très, très bon pour l'élève puis très bon pour le personnel. Bien, c'est un facteur de cohésion sociale qui amène des relations positives, puis ça, c'est un En facteur de plus. bien-être aussi. Parfait. On a faire du taux de rétention du personnel en 5 ans ou après 5 ans et du niveau de détresse des indicateurs de performance clés pour la direction et pour le centre de services scolaires. Mitigé. Parce Mitigé, que ça pourquoi? va. Ah, très mitigé. Ça va vraiment dans la logique de la gestion axée sur les résultats. Ce que le gouvernement met, ben, il met beaucoup d'emphase là-dessus. Ouais. Et les indicateurs de performance, de bien-être, de ci, de ça. Je suis pas tellement persuadée que sur le terrain, il va y avoir des effets escomptés. Mais c'est à voir. Il y a certains centres de services scolaires qui ont l'air de prendre cette direction-là de la gestion axée sur les résultats. On va peut-être avoir des résultats éventuellement. Moi, fondamentalement, je suis d'accord parce qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on ne peut pas évaluer. D'un Ah, point de vue, si on ne mesure pas la détresse, si on ne mesure pas la rétention, si on n'a pas une information de qualité, ben après ça, ce qui informe les décisions après est faussé. Donc, j'aime l'idée de mesurer, mais après ça, c'est tout ce qu'on fait après qui va faire la différence. c'est ce que j'allais te dire. C'est bien beau Ouais. mesurer. On le sait, là, c'est quoi les facteurs, par exemple, de détresse psychologique des enseignants et tout ça. Maintenant, les solutions, c'est quoi? On a beau avoir des indicateurs. Le gouvernement va beaucoup aimer ça, des statistiques. Mais qu'est-ce qu'on va faire après avec ça? Et c'est là que je t'inquiète un petit peu. Parfait. Politique, stop à la violence claire. Mettre en place une politique zéro tolérance avec des procédures d'exclusion temporaire pour les cas de violence répétée d'élèves ou de parents envers le personnel pour rétablir un sentiment de sécurité au travail. Moi, je pense que c'est important d'avoir un sentiment de sécurité au travail. Ce qui est important aussi, c'est d'agir collectivement là-dedans. Je ne pense pas que la répression, puis la punition, puis l'exclusion, c'est nécessairement une des, comment je pourrais dire, des solutions à apporter parce que le jeune qui est violent, il faut qu'il apprenne. Il faut apprendre à vivre en société, Ouais. entouré d'adultes qui vont le guider, que ce soit les parents ou l'école. Le fait d'exclure, ben, c'est comme dire, ben, je veux pas ce problème-là dans ma cour, puis ça se réglera ailleurs. Mais d'un autre Ouais. côté, à l'école, on doit apprendre à vivre en société aussi. Puis, ben, on fait avec ce qu'on a. Je sais qu'il y a des situations vraiment difficiles qui n'ont pas de bon sens. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus. Dans les écoles, il y a beaucoup de choses qui sont entamées, mais il y a des moyens de. Moi, je pense qu'il faut collectivement agir quand ça arrive dans une école et non pas que ce soit la personne qui soit seule avec ces actes Ouais. de violence-là. OK. Parfait. On a révisé les programmes de formation initiale pour augmenter l'importance des cours sur la gestion de classe, gestion de crise, santé mentale des jeunes et relations avec les parents. Euh, il y a déjà des choses qui se font. Je suis d'accord si on parle de développement professionnel des enseignants pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires dans les milieux parce qu'on travaille le développement professionnel, mais c'est beaucoup plus en filigrane. On va mettre beaucoup d'importance sur l'acte d'enseigner. Tu sais, donc, c'est Mhm. ça le travail d'un Ouais. enseignant au départ. L'acte d'enseigner qui est piloter des cours, planifier, évaluer, faire la gestion de classe, faire la différenciation. D'un autre côté, il y a tout l'aspect de la santé mentale et psychologique qui est quand même abordé, mais à géométrie variable dans les formations initiales. OK. Donc, je suis d'accord, mais dans les faits, c'est quand même assez complexe. Moi, je suis d'avis que les enseignants ne semblent pas à la hauteur de la gestion de classe quand ils sortent de l'université. C'est leur plus grand défi. Ils le nomment. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas entre la formation initiale et la réalité du milieu quand ça devient le plus gros irritant. Puis c'est un gros irritant, la gestion de classe, quand ça va pas Ouais. bien, hein, parce que
quand ça chire dans la classe, c'est tough, là. Fait que j'ai l'impression qu'il y a certainement quelque chose à revoir là pour mieux outiller les finissants en enseignement. C'est que la formation initiale des maîtres, c'est 120 crédits, puis il faut vraiment, c'est très complexe, hein, il y a 13 compétences à couvrir. Donc, ils ont des cours de gestion de classe, mais un cours ne fait pas qu'on est compétent nécessairement. Puis il y a une Non. partie où l'enseignant ou le futur enseignant doit travailler à améliorer sa compétence au-delà du cours, hein. Mais d'un autre côté, on parle de gestion de classe, ben si on n'a pas les outils pour bien gérer notre développement psychologique, ben la gestion de classe, il y a toute une partie là, qui fait partie de tout ça, là. Autrement dit, on gère notre Ouais. classe, c'est nos valeurs, c'est notre développement professionnel, c'est de savoir ses limites. Donc, la gestion de classe, à proprement parler, ça peut être très technique, mais il y a tout un aspect en filigrane qui fait partie de ce que l'on est comme professionnel, qu'on exploite des fois. Il y a des chercheurs qui sont très bons là-dedans, soit dit en passant au Québec, mais qui n'est pas généralisé nécessairement. Oui, puis quand les finissants arrivent dans des groupes extrêmement compliqués en début de carrière à cause des règles d'ancienneté, ben c'est sûr que Ouais, ça les aide pas non plus non. à se mettre en selle disons, un climat peut-être plus serein. Mm. Deux dernières que j'ai à te proposer. Reconnaissance symbolique forte avec des campagnes nationales de valorisation de la profession, même d'ajouter des journées de maladie s'il faut. Moi, je veux dire tout de suite, je suis contre ça. Je trouve, à chaque fois, je trouve que c'est d'un vide sans nom de dire ah, c'est la semaine de ci, c'est la journée de ça. Si au quotidien ça allait mieux, les gens n'auraient pas besoin d'une reconnaissance nationale. Je trouve que c'est souvent 1 million de dollars investis par le gouvernement pour bien paraître ou par habitude. Puis tout le monde aime un peu ça, mais ça sert à rien. Ben, tu sais, une journée ou une semaine sur 365 jours par année, c'est pas ça qui va changer le fait que la profession enseignante et les professions en éducation sont dévalorisées par notre société. On a beau avoir des beaux discours, mais sur le terrain, c'est pas nécessairement ça parce que si l'éducation était si valorisée que ça, on laisserait pas faire ce qui se passe présentement au niveau Ouais. seulement des coupes. C'est épouvantable. Donc, se faire dire on vous aime, puis après, ben, on te coupe X millions de dollars parce que, bon, on est en compression budgétaire. Je vois pas, je vois pas la cohérence. Je comprends. Donc, Et une dernière approche que j'ai ajoutée, que moi j'aime beaucoup, encore là, issue du milieu alternatif, favoriser la participation en classe des parents. Donc, s'inspirer du modèle de l'école alternative pour implanter la coéducation dans les classes du Québec. À première vue, les gens qui nous écoutent disent non, ça ajoute du stress d'avoir des parents en classe. Puis la réalité, là, c'est tout le contraire. C'est bien fait. Quand c'est bien fait, puis il y a vraiment façon de bien le faire, tout le monde est gagnant et ça allège le rôle des enseignants en classe. moi, je suis totalement d'accord. Puis, il faut penser aussi aux grands-parents parce qu'ils ont un C'est rôle vrai. vraiment important dans notre société. Et eux, ben, ils cherchent juste ça à être avec leurs petits-enfants, tu sais, je veux dire, c'est des modèles de notre société. Puis, je pense que leur donner une place à l'école, c'est vraiment quelque chose qui serait extraordinaire. Les Ouais. parents aussi, parce qu'on sait que le nombre d'heures que les parents passent avec leurs enfants diminue de plus en plus dans notre monde. Au Québec, à cause bon, de tous les problèmes que l'on a au niveau financier. Puis bon, on doit travailler plus. Puis bon, vous connaissez la situation actuelle. Donc, moi, je pense que ça pourrait donner aussi un petit 2 heures à un parent de pouvoir aller voir son enfant en classe. C'est valorisant pour tout le monde. L'enfant est fier comme un pape quand son père ou sa mère est là, ou son Ben, tellement. grand-parent, ou la personne ressource aussi. Là, je veux dire, des fois, ben, ça peut être le Ouais. tuteur. Donc, c'est une magnifique idée. Parfait. On va terminer l'épisode avec une liste que toi t'as dressée qui touche plus spécifiquement les individus pour les aider à améliorer leur bien-être. Je te laisse y aller puis je vais commenter au besoin. Travailler sur ce qu'on a du contrôle, parce qu'on vit dans un monde éducatif qui est très complexe et on a l'impression d'être en perte de contrôle. On peut pas contrôler les coupes budgétaires actuellement, par exemple, mais on peut avoir un effet sur l'accompagnement que l'on a de nos jeunes. Donc, il faut se Mhm. concentrer là-dessus. C'est comme un entraînement. Hein? Laisser aller ce sur quoi on n'a pas le contrôle pour se Mm. concentrer ce sur quoi on a du contrôle. Et où est-ce que j'ai entendu ça quelque part? C'est
c'est difficile d'être heureux à essayer de contrôler des trucs sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc, il y a Non. vraiment un lien direct avec le bonheur et le bien-être de se concentrer sur quoi on a le contrôle. Oui. Éviter l'attitude d'abnégation, on en a parlé tantôt, là, je n'irai pas plus loin que ça. Parfait. Déterminer vos limites en termes de tâches à effectuer parce qu'on a des limites professionnelles. On doit faire les tâches qui sont obligatoires, mais des fois, on est tellement comme passionné de ce qu'on veut faire, on est engagé dans notre école, on va faire beaucoup plus que ce qui est demandé, mais des fois, ces personnes-là s'épuisent, se stressent, sont anxieuses. Et des fois, c'est des heures et des heures et des heures, soir et week-end aussi, qui sont Oui. investis, puis des fois, ça nuit à la qualité de vie. Rien n'est urgent, prioriser les tâches parce que on a l'impression d'être toujours dans l'urgence, mais n'oubliez pas que nous ne faisons pas des opérations à cœur ouvert en éducation et que l'apprentissage, ça prend du temps. Donc, si on priorise nos tâches, bien, on va peut-être se donner une petite latitude de temps pour être capable d'être satisfait de notre travail et des interventions que l'on fait. Et se le nommer, hein, les situations plus difficiles, des réactions d'élèves, des crises, ça aussi, on n'a pas besoin de réagir en force tout de suite. On peut laisser décanter, puis tout le monde va mieux se porter après, l'élève inclus. Soyez bienveillant envers vous-même parce que souvent, quand on commet une erreur comme enseignant ou personnel, on dirait là, qu'on s'auto-flagelle quand, dans toute situation, oui, il y a du nôtre, mais oui, il y a des éléments extérieurs et il faut être capable de réussir à continuer à avoir une vision positive de soi-même. Puis des fois, on est toujours en train de dire « Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. » Oui, mais qu'est-ce que tu as bien fait? Parce que tu as fait des choses qui sont correctes, puis donc, de réussir à relativiser les choses. Très bon. La 6e, on est rendu déjà à 6, vous n'êtes pas le seul responsable de la réussite éducative des jeunes. L'école, c'est un écosystème. Toutes les personnes qui sont dans l'école contribuent à la réussite éducative, y compris le jeune, que des fois, je trouve qu'on a tendance à déresponsabiliser de sa réussite parce qu'on veut, on veut, mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Il y a aussi les parents, la communauté qui contribuent à ça. Entourez-vous de collègues inspirants et sur lesquels vous pouvez compter parce que s'isoler, c'est une des voies qui peut mener vers la détresse psychologique. Et finalement... Tu me l'avais nommé en rencontre au départ, c'était, puis on n'a pas nommé d'ailleurs dans les causes, mais les interactions désagréables sont aussi source de dégradation du bien-être. Et c'est difficile des fois dans le milieu public. Même, on ne choisit pas toujours ses collègues de travail en général. Non. Donc, de miser sur les bonnes relations professionnelles, quitte à délaisser celles qui sont moins bonnes, ça peut avoir un effet bénéfique sur le bien-être. Oui. Et finalement, cibler ce qui donne du sens dans votre journée, ce qui vous procure aussi du bien-être. C'est juste de prendre une petite pause, prendre un café avec un collègue, faites-le, puis recommencer quand vous pouvez. Des fois, on est trop concentré sur les problèmes, mais tout autour du problème, il y a plein de belles choses qu'on ne voit plus parce que le problème devient tellement une source intarissable de réflexion. Donc, réussir à se donner un petit temps là, pour avoir du plaisir, pour être bien. Nancy Goyette, merci énormément pour ce premier épisode ensemble. Premier de nombreux, je pense. J'espère. Merci Nancy, à bientôt. Cette semaine à l'école, on reçoit un animateur passionné, créatif et proche des jeunes. Mais aujourd'hui, il endosse un rôle bien spécial, celui que tous nos invités endossent, ministre de l'Éducation d'un jour. Pascal Morissette, merci d'être là. Oui, j'ai pas les vêtements appropriés, par exemple. Quoique, non, oui, ce serait le temps. Un ministre en Audi, là, on est rendu là, je pense. Que quand il arrive dans les écoles, les jeunes ne savent pas si c'est un élève de secondaire 5 ou un ministre. Exactement, puis tu vas tout comprendre. Moi, dans la vie, là, j'adore la hiérarchie, puis je comprends les codes sociaux, mais à un moment donné, on est tous des humains. Fait que, tu sais, l'égalité, quand on se parle, c'est bien important. Quand je parle à des enfants, moi, je ne joue pas de rôle d'adulte, jamais. OK. Ah ben écoute, avant d'aller dans tes réformes puis dans tes grandes décisions... je suis prêt, moi. Je suis prêt à réformer le Québec. Mais j'ai goût de savoir... Puis tu sais, on peut avoir une petite idée parce que tu as fait beaucoup d'émissions jeunesse, mais quel genre d'élève tu étais en classe? Puis c'est quoi ta relation que tu as avec l'école? J'ai
de beaux souvenirs de mon parcours scolaire. Vraiment, j'étais un élève qui participait. Je mettais de la vie. C'est le souvenir que j'ai. C'est ce que les profs me disent. Tu Ouais. étais tannant, mais de la bonne façon. Tu sais, tu levais la main quand c'était le temps quand même. Tu jouais tout le temps le jeu. Tu participais aux travaux. Quand il y avait un projet qu'on pouvait organiser en groupe, tu étais toujours disponible. Fait que, et pour foutre le trouble et pour participer à mon parcours scolaire et à la vie étudiante, j'avais tout le temps la main levée. Fait que, ouais, j'étais un élève enjoué. Ça s'est bien passé, moi, primaire comme Ouais. secondaire. J'étais le petit comique de la classe, on pourrait Un dire. genre de tannant, mais apprécié des enseignants. Exactement. Les enseignants, je me rappelle, avaient de la difficulté à me chicaner parce Ouais. qu'ils faisaient comme on le sait que t'es correct et que tu fais ça pour les bonnes raisons, mais je dois sévir. Là, tu sais. Ah oui. Et as-tu un moment marquant? Puis tous les invités qu'on a eus au balado ont tous un moment marquant, puis des fois, là, c'est précis. Là, c'est genre 8 janvier, j'avais 6 ans, il s'est passé ça. As-tu un moment marquant, positif ou négatif, qui s'est passé dans ton cheminement scolaire puis qui a eu une influence sur toi? 100%. Moi, c'est des noms de professeurs. C'est Sylvain Leboutillier, 5e année B. C'est Diane Gervais, 3e année B. Et c'est des profs qui nous faisaient jouer sans cesse. Je pense à Sylvain Leboutillier qui avait instauré le hockey mathématique. Et puis, tout au long de l'année, c'était un tournoi. On avait des équipes, on était debout et on devait s'envoyer. En fait, on nous envoyait des tables de multiplication. Et là, c'est comme ça qu'on se rapprochait. On se battait contre le défenseur, on se battait contre l'attaquant, le défenseur, ensuite le gardien de but. On faisait des points. Et ça, ben, ça m'a premièrement marqué parce que j'ai appris mes tables de multiplication. Et je me suis dit, oh, la magie opère en ce moment. Tout le monde, peu importe le profil de l'étudiant, participait, tripait et a appris. Et Diane Gervais, elle, c'était toujours des projets. Je me rappelle d'avoir écrit un livre en 3e année. Bon, OK. on le publierait probablement pas, là, parce que c'était de base. Mais je me rappelle le club d'échecs et ce projet de livre-là que Diane nous avait proposé. Puis je l'ai encore en ce moment. Je sais pas pourquoi je garde ça, là. C'est un souvenir. C'est le jeu, c'est le projet, c'est la créativité. Moi, c'est tous ces souvenirs-là qui me reviennent. OK. Écoute, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, le ministre de l'Éducation a démissionné. Mais la bonne nouvelle, le premier ministre, considérant ton curriculum vitae puis tout ce que tu as fait pour les jeunes, s'est dit Colin, j'appelle Pascal Morissette et je le nomme. Il n'est pas élu, mais c'est pas grave, je le nomme ministre de l'Éducation pour un jour, puis après ça, on verra ce que ça donne, ces réformes, puis on verra si j'en prends un autre. Mais Alors, Pascal nommer Morissette, des amis comme ça en politique, c'est pas une pratique plutôt américaine. On voit moins ça quand même. bon point, mais ça s'est fait. Hein? Il y en a des premiers ministres au Québec qui ont nommé des gens d'affaires. Je pense que, si je ne me trompe pas, François Legault avait été nommé comme ça aussi au Conseil des ministres avant d'être élu. Ça se fait. Non, on Ça se fait ramène parfait. cette C'est bon. façon de faire-là. J'adore. Et donc, tu viens de raccrocher. Le premier ministre te dit T'es mon homme, fais ce que tu veux, le champ est libre, sois ambitieux, sois lucide, mais on fonce pour le bien-être et la réussite des jeunes. Quelle est ta première décision? Puis là, juste pour mettre un petit peu de contexte, les gens attendent ta décision. Là. Les journalistes sont là, ton cabinet ministériel est là, les profs et les jeunes, les directions attendent de voir ce que tu vas faire. Bon, je vois déjà le titre en première page de la presse au lendemain de ma première entrevue. Un clown à l'éducation. Parce que moi, je propose un nouveau système scolaire basé sur le jeu, un système ludique où OK. sans cesse les jeunes vont user de créativité, où sans cesse on va s'amuser, on va apprendre à travers le jeu tout le temps. Je ramène le hockey mathématique de mon enseignant du primaire, Sylvain Leboutillier. Je ramène l'improvisation pour maîtriser la langue française, pour maîtriser les rimes. Je ramène, ça va être que du jeu, sans cesse. Du jeu. Du jeu toute la semaine, ça va être ludique. Parce que moi, chaque fois que je fais quelque chose avec mes enfants, bon, c'est pas une étude très scientifique, il y a 2 personnes qui ont répondu à ce sondage-là. C'est mes 2 filles. Aimez-vous mieux jouer ou juste vous concentrer? Et les 2 préfèrent jouer. Ouais. Donc, sans cesse, on va s'amuser. Et j'instaure le moment. Ce ne sera pas un cours d'éducation physique. Ce sera le moment actif de notre journée. Donc, quotidiennement,
dans les écoles du Québec, on va bouger pour un minimum de 30 minutes. OK. J'ai moi-même participé au tournage de plusieurs capsules avec Force 4, le grand défi Pierre Lavoie. C'est des capsules, tu mets ça, là, puis tu bouges, c'est ludique, tu t'amuses. Donc, quotidiennement, que ce soit devant l'écran géant, que ce soit dans la cour d'école, que ce soit dans le gymnase, il y a un 30 minutes minimum d'activité physique parce que moi, ça a changé ma vie complètement. Donc, en tant que ministre, souvent, c'est le fun de parler avec émotion de son parcours personnel. Je suis un meilleur animateur, je suis un meilleur papa, je suis un meilleur voisin, je suis un meilleur humain depuis que le sport ou même l'activité physique, le sport, je trouve ça même intimidant comme mot, l'activité physique fait partie de ma vie. Donc, OK. ça, je le propose. C'est installé à partir de demain. Il y a 30 minutes d'activité physique, de moments physiques chaque jour. On va le prendre en deux portions. La première portion sur le jeu, je vais revenir à ça. Parce que moi, j'entends les Grinch t'écouter, puis là, dire voyons donc, ça n'a pas d'allure. Apprendre, ça vient aussi avec de l'effort. Puis apprendre aussi, ça ne peut pas juste être dans le jeu tout le temps. Puis les examens, ben c'est sérieux. Tu réponds quoi à ces gens-là? Ben, je suis pas d'accord. En fait, si on vous donnait le choix à vous d'apprendre en vous amusant, tu sais, jouer à des jeux de société, j'apprends tellement de choses avec des jeux, des cartes, des questions de culture générale. Je me rappelle participer à Génie en fleurs, pas en herbe. Ça, c'est en fleurs, c'était au primaire, c'était avant. Ou peut-être que je n'étais pas assez bon pour être en herbe. Toi, tu étais dans l'équipe B de Gina Honneur. Ah, ça, assurément, j'étais dans l'équipe B. Parce que moi, les dates, puis c'est juste les notions par cœur, j'ai jamais été très bon là-dedans, mais dès qu'il y avait de la créativité d'impliquer, ça me reste en tête. Mais je leur dirais qu'on les laisserait pas seuls, les enseignants. On s'attend pas d'eux à ce qu'ils deviennent des géos du Club Med, mais pas du tout. Mais on les encadrerait. Les jeux pourraient être la plateforme annuelle, ça pourrait être quelques jeux, justement. Est-ce que, au lieu d'accumuler des notes dans un bulletin au primaire, première, deuxième, troisième année, on a une espèce d'échelle à monter selon notre amélioration et au cours de ce parcours-là de serpent à échelle ou de je ne sais trop d'un jeu qu'on invente tout le monde ensemble, tu atteins des niveaux où il y a une étoile ou tu as une récompense. Fait que tout est. L'année est basée sur une espèce de jeu, une espèce de quête. Déjà là, moi, il y a quelque chose, je verrais des yeux d'enfant s'illuminer, j'en suis certain. Puis, tu sais, pour la notion des notes, c'est un bon point aussi parce que quand on y pense, là, en première, deuxième, troisième année, 63 73 ça veut dire quoi? Alors que des fois, 2, 3 commentaires à l'écrit ou oraux donnés par l'enseignant, là, on comprend mieux où se situe l'enfant, où sont ses défis, quelles sont ses zones de progrès potentiel, qu'une note ne donne pas. Une note, c'est assez vide comme information. Tellement, puis ces jeunes-là adorent la créativité. Moi, j'ai fait quand même de la télé jeunesse. J'avais quelques émissions derrière la cravate et c'est ça qui est trippant avec les jeunes, c'est qu'on peut se permettre d'explorer. Je ne sais pas s'ils ont un avatar et que quand tu atteins certains paliers, ben, ton avatar a des ailes, tu peux ajouter de l'équipement, Fait que toi, ton avatar devient meilleur, a de plus en plus d'outils pour être un bon humain en société, ben, toi aussi à travers ça. Bon, là, sûrement qu'on rirait de moi et qu'on me dirait que c'est pas assez sérieux, mais je suis pas mal sûr que 100% des jeunes diraient oui, on veut le faire. Oui. Absolument. Puis je pense que l'analogie avec les adultes dans la vraie vie au travail aussi, quand c'est trop sérieux et qu'il n'y a pas de plaisir, ça ne nous intéresse pas. On met moins d'efforts, c'est moins agréable, puis on a tendance à changer d'emploi. Donc, ça fait du sens d'amener ça dans la jeunesse, qui est un monde de plaisir, la jeunesse, puis qui ont encore ça plus naturel chez eux. Ils n'ont pas perdu cette fibre de plaisir-là. 100%. Mais encore une fois, je ne veux pas ajouter ce mandat-là sur les épaules de nos profs, c'est-à-dire, OK, là, il faut qu'on soit des animateurs de 40 jours. En même temps, si le programme est construit comme ça, je pense au fameux cube énergie du Grand Défi Pierre Lavoie. Oui, il y a des parents qui ont chialé un peu parce que là, il fallait entrer ça dans notre horaire. Mais les jeunes tripaient. Les jeunes avaient une mission. C'était de bouger un 15 minutes pour accumuler un cube. Ben, déjà, il y avait une histoire qui s'écrivait. La créativité n'a pas de limite. En tout cas, moi, chaque fois que j'ai croisé des jeunes, à travers mes émissions, à travers les rencontres, dès qu'il y a un univers créatif, on oublie qu'on est en train de travailler. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut accrocher certains jeunes aussi. C'est un effort essentiel pour moi en tant que ministre de l'Éducation. OK. Fait que le jeu,
l'activité physique, juste pour y revenir un petit peu, donc à tous les jours, 30-60 minutes, incluant le secondaire, là, primaire et secondaire? Oui, tout au long du parcours scolaire, minimum. Est-ce que c'est en arrivant? Est-ce que peu importe c'est quand dans la journée, ça prend ce moment-là, il faut dépenser de l'énergie pour plein de raisons. Physiquement, être plus prêt à entrer dans la société, c'est-à-dire que physiquement, ça a des bienfaits là, de bouger, on le sait. Pour être capable de faire plein d'affaires, pour être capable de faire plusieurs sports, pour être capable de voyager, pour être capable d'aider les autres. Et mentalement, psychologiquement, ben, ça allège tellement. Tu sais, l'esprit est libre. Après, on est prêt à apprendre, on est prêt à faire entrer la matière. Puis Il y c'est a un le côté moment de où la on relation oublie humaine aussi, les tellement relations le travail sociales. d'équipe. Tu sais, Ouais. ben oui, complètement bouger, vivre quelque chose en gang sans stresser. Moi, je sais que j'ai une petite fille un peu angoissée de 7 ans et moindrement qu'elle dépense son énergie, ben après ça, elle est comme plus apte à apprendre et à s'amuser. Absolument, absolument. Surtout que nos jeunes sont plus sédentaires, je pense, qu'on l'était il y a 20, 30, 40 ans. Donc, on n'a peut-être pas le choix d'amener plus d'activité physique. Puis, tu sais, dans beaucoup d'écoles, surtout au secondaire, des fois, c'est 2, 3 périodes d'activité physique par cycle de 10, 12 jours. Il n'y en a pas tant que ça dans les Il n'y en a horaires pas maintenant, assez. dans beaucoup de... Non, c'est ça. Non, non, il n'y en a pas assez. Puis moi, encore une fois, le jeu, l'activité physique, tout ça, là, c'est entremêlé. C'est-à-dire qu'on fait une course, puis à chaque 10 mètres, il y a une question quiz sur les sciences nature. Je ne sais pas. Ouais. Puis si on n'a pas la réponse, tant qu'on n'a pas réglé, voyons pas réglé, quand on n'a pas complété le problème mathématique qu'on nous propose, on ne peut pas avancer à la prochaine étape. Tout ça est entremêlé, tu sais. C'est trippant, là. Je veux dire, c'est ton examen, là, tu le fais, tu cours un peu, tu fais un problème mathématique. Bon, là, la logistique de tout ça, Ben, pas ça, mon problème. Non, c'est ça. Tu prends les décisions, puis les fonctionnaires vont s'occuper de trouver, avec les gens à terrain, trouver les solutions pour ça. Je m'excuse, mon prof. Je m'excuse. C'est bon. Fait que là, le jeu, l'activité physique, est-ce que tu as d'autres décisions que tu aimerais mettre en place dès maintenant dans le réseau scolaire? L'histoire. Est-ce que l'histoire... Je me pose souvent cette question-là. Est-ce que l'histoire, c'est aussi important que de regarder en avant? J'ai pas la réponse, mais c'est une réflexion que j'ai. Tu sais, jusqu'où on remonte. Parce que oui, on apprend de nos erreurs en étudiant l'histoire, mais à un moment donné, je trouve que plus on avance, plus ça prend de place dans nos parcours scolaires, parce que l'histoire, il y en a de plus en plus par en arrière. Je pas, c'est une réflexion. Je ferai un comité de parents et de professeurs. Là, Fait que si je comprends bien, tu instaurerais des cours de futurologie pour voir ce qui s'en vient dans le futur plutôt que d'avoir des cours d'histoire. C'est ça, je résume. Ben, tu sais, je ne veux pas créer de tollé, là. Je ne veux pas enlever de cours d'histoire, mais pour moi, un cours de technologie ou de réseaux sociaux, comment mieux les gérer, ramener la sexualité, ça en vient dans le futur pour les jeunes. Ils vont avoir affaire avec la sexualité, ils vont la côtoyer quotidiennement. Donc, c'est là un peu mon idée de regarder en avant un petit peu plus qu'en arrière. Je comprends. Tu as la chance dans ton travail de rencontrer beaucoup de jeunes, tu as fait beaucoup d'émissions pour les jeunes. Quelle est ta vision de cette génération-là, tu sais, des jeunes de 5, 10, 12, 15 ans là, que tu côtoies? Qu'est-ce que tu vois d'eux que tu trouves beau? C'est complètement une nouvelle génération. Ils sont ouverts sur le monde et même pas un débat qu'ils ont. Moi, ça me fascine à chaque fois. La différence, la diversité, on dirait que c'est normal pour eux. Les parents, je trouve qu'on les regarde et on leur dit, tu sais, c'est nous qui débattons devant eux, puis eux, ils font comme... En tout cas, moi, je ne veux pas généraliser, mais les jeunes sont en grande partie très ouverts d'esprit. Tu sais, je pense à la diversité. Ma fille qui me parle de son amie, puis elle, le fait qu'elle ait la peau brune, ça ne l'importe pas. Dans le fond, ça fait même pas partie de son discours. Je trouve ça merveilleux, moi, l'ouverture des jeunes sur le monde, sur la diversité. Je sens quand même qu'ils sont au courant qu'il y a des enjeux écologiques. Ils sont au courant qu'ils écopent d'un monde un peu écorché. Et je sens qu'ils savent qu'ils doivent agir. Fait qu'ils sont là-dedans. Ils proposent déjà des projets pour sauver la planète. Là, je résume, mais c'est un peu ça. Fait que je les sens au courant et je les sens disponibles pour ces projets-là. Je trouve ça fascinant. Ils sont créatifs. Moi, je croise beaucoup de jeunes dans les maisons des jeunes aussi parce que je suis porte-parole du regroupement des maisons des jeunes du Québec. Je suis allé là de 12 à 17 ans et j'en ai rencontré cette semaine.
et ils sont très au fait de l'actualité, ils sont très au fait de ce qui se passe, puis ils sont prêts à participer, mais ils sont prêts à ce qu'on leur laisse la place et qu'on leur donne la parole, par exemple. Pas mal sûr qu'un jeune va le dire, moi, je veux participer, je veux sauver cette planète-là, mais écoutez-les, mes projets, arrêtez de me dire quoi faire. Tu sais. C'est un échange. OK. Quand tu as annoncé ta réforme du plaisir, les gens du milieu t'ont dit viens donc nous montrer ça. Fait que tu es allé dans une école, tu es allé leur montrer là, le hockey mathématique puis ces affaires-là. Puis là, tout le monde est parti. Tu es resté là, puis tu t'es dit je vais laisser un mot au tableau pour les jeunes qui vont revenir demain matin. Quelques mots, une phrase, mais tu ne seras pas là. Qu'est-ce que tu écris au tableau comme message à la jeunesse? Aïe, 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 c'est bon. Je vais reprendre le slogan de la Semaine des Maisons des Jeunes 2025. Je leur écrirais « L'avenir des ados, c'est maintenant ». Donc, j'écrirais « Votre avenir, c'est maintenant ». Ça peut sembler cliché, mais ça ne l'est pas. Pour vrai, moi, c'est quelque chose que je leur répète toujours. C'est là que vous pouvez participer, c'est là que vous devez donner vos idées. Fait que votre avenir, c'est maintenant. Fait que let's go, on fonce, on s'amuse. Puis, entre parenthèses en bas, j'écrirais quand même, parce que moi, c'est quelque chose que je répète à mes enfants. Il ne faut jamais oublier de s'amuser, parce qu'on a juste une vie à vivre. Fait que si on ne s'amuse pas, à quoi bon? Il ne faut jamais oublier de s'amuser. Pascal Morissette, ministre de l'Éducation d'un jour, merci beaucoup. Et boy, ça ne durera pas longtemps, mon mandat, c'est sûr que non. Il y a peut-être des manifestations dans les rues, mais c'est pas grave. Ça se fait dans le plaisir. Mais écoute, je pourrais apporter ça. Moi, si j'étais impliqué moindrement, non pas comme ministre de l'Éducation, j'apporterais ce côté ludique-là, une plateforme ludique d'apprentissage. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Cette semaine à l'école. Merci à Nancy Goyette, notre nouvelle co-animatrice. Merci à Pascal Morissette d'avoir joué le jeu d'être ministre de l'Éducation d'un jour. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, écrivez-nous via notre page Facebook, YouTube ou même par courriel au balado@grandpossible.com. Ce qu'on lit là vient souvent nourrir le contenu de nos épisodes. On se revoit la semaine prochaine, mercredi matin, pour un prochain épisode de Cette semaine à l'école. Et d'ici là, parce qu'on parlait de bien-être, mais surtout, prenez soin de vous. À bientôt tout le monde.